Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Comment protéger les données des personnes âgées en situation de handicap ou en difficulté. Ce webinaire est organisé par le cabinet Accence. Je suis Émilie Barrault, juriste en charge du RGPD et doctorante en droit du numérique. Avant d'entamer spécifiquement le sujet d'aujourd'hui, une présentation du cabinet Accence. Le cabinet est installé à Angers et accompagne un grand nombre d'établissements sociaux et médico-sociaux dans toute la France. Dans un souci de proximité, certains collaborateurs sont en région, à Montpellier, Besançon ou en région parisienne. Le cabinet intervient dans les différentes matières qui vous intéressent, telles que le droit des associations et fondations, les CEPOM, le contentieux tarifaire, le droit du travail ou encore le droit immobilier notamment. Le cabinet Accence intervient donc dans différents domaines du droit en développant toujours ses compétences en lien avec le secteur médico-social. Depuis 4 ans, le cabinet vous accompagne pour toutes les questions en lien avec le RGPD. Pour cela, le cabinet a donc créé un service RGPD dédié qui s'organise en 2 pôles, le pôle juridique et le pôle technique. Le pôle juridique rassemble des avocats et juristes pour la réalisation d'audits juridiques, la révision de clauses RGPD, la réponse aux questions juridiques, l'accompagnement à l'interprétation du règlement. La compréhension du RGPD nécessite également une expertise technique puisque nous sommes aussi interrogés par exemple sur la manière dont les données peuvent être sécurisées et sauvegardées sur un serveur. Le pôle technique apportera donc son expertise sur la mise en pratique de la réglementation. En effet, l'entrée en vigueur du RGPD impose de nouvelles obligations telles que la cartographie des données, la tenue des registres des activités de traitement ou encore la préparation des analyses d'impact. Cette mise en conformité continue nécessite un suivi efficace et pertinent pour chacun des établissements et services accompagnés par le cabinet. À ce jour, plus de 500 actuellement. C'est pourquoi le cabinet a développé un logiciel de suivi de cette mise en conformité au RGPD adapté au secteur en partenariat avec la société GEPI Conseil, ce qui permet d'apporter une prestation personnalisée à l'ensemble des clients. Au cabinet, nous vous proposons donc une méthode de mise en conformité pragmatique. Tout d'abord, une première réunion de lancement explique la méthodologie développée par le cabinet et ensuite vous êtes sensibilisé aux enjeux du RGPD avec une formation. À la suite de cette formation, vos établissements et services seront chargés de recenser l'ensemble des données collectées au sein de vos structures. Pour comprendre comment ces données vives circulent au sein du service, des ressources humaines par exemple, ou pour la constitution du dossier de l'usager, un de nos consultants se déplace sur place pour comprendre vos pratiques et vous guider dans vos premiers pas pour réussir votre mise en conformité. À la suite de cette interview, une première réunion d'étape est programmée, où un projet d'interview et un projet de registre des activités de traitement vous sont remis. Vous y apportez vos observations et vos compléments d'information. Une deuxième réunion d'étape est l'occasion pour le cabinet Accence de vous présenter le plan d'action et la planification des analyses d'impact lorsqu'elles sont nécessaires. Enfin, une dernière réunion clôture votre mise en conformité. La mission du délégué à la protection des données, le DPO, ne s'arrête cependant pas là puisque nous sommes aussi présents pour suivre avec vous votre conformité, vous accompagner lors de la mise en place de nouveaux projets et ensuite vous informer des évolutions de la doctrine de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est l'autorité de contrôle. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est de savoir comment protéger les personnes âgées en situation de handicap ou en difficulté au regard des risques que représentent les données à caractère personnel que vous êtes amenés à collecter. La CNIL nous apporte des pistes de réflexion à travers la publication d'un référentiel relatif
au traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social et médico-social des personnes âgées en situation de handicap et celles en difficulté. Pour rappel, ces traitements doivent être inscrits dans le registre des activités de traitement, conformément à l'article 30 du RGPD. Le référentiel est construit suivant la même méthodologie qu'une fiche de traitement. Nous analyserons donc ce référentiel en suivant le plan de ce document et dans chacune des parties, nous soulignerons les points essentiels à retenir en vous apportant notre retour d'expérience. Commençons tout de suite en rappelant ce qu'est un référentiel et quels sont ceux adaptés au secteur médico-social. De manière générale, les référentiels proposés par la CNIL sont des outils qui permettent à un organisme de mettre en conformité les traitements de données personnelles. Ils n'ont pas de caractère obligatoire. Ils permettent toutefois de proposer un support de référence et d'offrir une sécurité juridique aux organismes qui s'y conforment. Si vous souhaitez vous écarter des propositions du référentiel au regard des conditions particulières de votre situation, vous pouvez le faire, mais il vous appartient de justifier ces écarts. De plus, ces référentiels ne sont pas exhaustifs. Il vous appartient de vous assurer qu'ils respectent les autres réglementations qui peuvent s'appliquer à vos établissements et services. Par exemple, le Code de l'action sociale et des familles ou encore le Code de la santé publique ou le Code du travail. Mais alors, quels sont les référentiels qui peuvent vous concerner en tant qu'établissement ou service du secteur médico-social? Dans le secteur médico-social, différents organismes ont proposé des référentiels pour notre secteur d'activité. Bien sûr, la CNIL, la Haute Autorité de Santé ou encore l'Union nationale des associations familiales. La Haute Autorité de Santé propose par exemple un référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux conçu pour promouvoir une démarche d'amélioration continue de la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies. À son chapitre 2, le référentiel aborde les questions de sécurité des données et des droits des personnes. L'UNAF, quant à elle, se pose la question de la conformité du RGPD pour mieux protéger les personnes accompagnées. Concernant l'autorité de contrôle, la CNIL, elle, propose 2 référentiels relatifs à l'accompagnement social et médico-social. Le plus récent est relatif au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce document, je vous invite à consulter la vidéo de notre dernier webinaire RGPD sur ce sujet. Elle est directement disponible sur notre chaîne YouTube. Le premier référentiel de la CNIL, adopté en mars 2021, est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il concerne donc les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes vulnérables. Il est important de remarquer que ce référentiel exclut les traitements mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Dans l'attente de la production d'un éventuel référentiel propre à ce secteur, les organismes concernés peuvent s'inspirer de l'ancienne autorisation unique numéro 50 relative aux mandataires judiciaires agréés à la protection des majeurs aux fins d'assurer la gestion et le suivi de la représentation juridique des personnes concernées. Pour rappel, les autorisations uniques adoptées par la CNIL, dont l'autorisation unique numéro 50, n'ont plus de valeur juridique depuis le 25 mai 2018, mais apportent néanmoins des points de repère. Vous pouvez retrouver ce référentiel sur le site de la CNIL en tapant sur le moteur de recherche de votre choix, référentiel médico-social CNIL, ou en allant directement sur le site Axence. Tout d'abord, déterminons ensemble quel est le champ d'application du référentiel.
Dans les premières pages du référentiel, la CNIL définit le champ d'application du référentiel et le périmètre des établissements concernés. Ce référentiel s'adresse aux organismes privés ou publics, quelle que soit leur forme juridique, qui accueillent, hébergent ou accompagnent sur le plan social et ou médico-social les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et celles en difficulté. Le présent référentiel est donc susceptible d'intéresser les organismes tels que les conseils départementaux, les centres communaux d'action sociale, les EHPAD, les SIAD, les CESAD, les centres d'action médico-sociale précoce, les ESAT, les instituts médico-éducatifs, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, ou encore les SAVS. Vous retrouvez une liste plus complète à la page 2 du référentiel. La liste d'exemples qui figure au sein de ce référentiel n'est pas exhaustive. Autrement dit, si votre organisme n'est pas présent dans la liste, mais accueille, héberge ou accompagne sur le plan social et ou médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des personnes en difficulté, vous êtes concerné par ce référentiel. Les personnes concernées, donc, sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en difficulté. La CNIL définit les personnes en difficulté comme les personnes qui sont menacées d'exclusion pour des motifs divers et confrontées, elles aussi, à des problématiques elles-mêmes diverses. C'est par exemple le cas des demandeurs d'asile, les personnes en situation de grande précarité face au logement, ou encore les demandeurs d'emploi, les personnes en difficulté financière. Cette notion de personne vulnérable n'est pas définie spécifiquement dans le RGPD, mais demeure l'un des critères pour la réalisation obligatoire d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, ou PIA en anglais. En effet, si le traitement de données personnelles concerne des personnes vulnérables, il est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Pour rappel, l'analyse d'impact est un outil très important qui permet d'apporter la preuve qu'un traitement est conforme au RGPD et respectueux de la vie privée, de la liberté et des droits des personnes concernées. La collecte des données de ces personnes doit impérativement répondre à une finalité. Pour rappel, la finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation de données personnelles. Les données sont donc collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne sont donc pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial. Dans ce référentiel, la CNIL propose donc différentes finalités qui vous permettent de mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel. Par exemple, vous pouvez formuler l'objectif suivant. Assurer la gestion du dossier administratif des personnes concernées, par exemple la gestion des rendez-vous médicaux et ou sociaux, la gestion des visites familiales, le cas échéant. Offrir un accompagnement social et médico-social adapté aux difficultés rencontrées est aussi une finalité qui vous permet de collecter telle ou telle donnée. Échanger et partager les informations strictement nécessaires permettant de garantir la coordination et la continuité de l'accompagnement peut être aussi une finalité. Et enfin, vous pouvez collecter des données afin d'assurer la gestion administrative, par exemple le nombre de places disponibles, la capacité d'accueil de l'établissement, la gestion financière et comptable de l'établissement, du service ou de l'organisme. Les finalités permettant de mettre en œuvre les traitements sont donc proposées des pages 3 à 6. Elles s'appuient sur les missions de l'établissement qui sont le plus souvent définies dans le document individuel de prise en charge, les contrats de séjour par exemple. En effet, chaque finalité de traitement doit reposer sur l'une des 6 bases légales fixées par la réglementation, conformément à l'article 6.1 du RGPD. Autrement dit,
un fondement juridique qui vous autorise à collecter telle ou telle donnée pour un objectif précis. Que nous dit le référentiel à ce sujet? Tout d'abord, il appartient aux responsables de traitement de déterminer la base légale adéquate avant toute opération de traitement. Les bases légales font partie des informations qui doivent être portées à la connaissance des personnes concernées par la collecte des données. Dans le référentiel, pages 7 et 8, la CNIL préconise l'exécution d'un contrat dès lors que la collecte des données est nécessaire à l'exécution ou à la préparation d'un contrat avec la personne concernée. Autre base légale conseillée, l'intérêt légitime d'un organisme privé pour, par exemple, échanger et partager les informations strictement nécessaires au suivi, à l'accompagnement de la personne concernée. Et enfin, la CNIL préconise la base légale de l'obligation légale dès lors que le traitement de données est imposé par des textes légaux pour la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement, du service ou encore de l'organisme concerné. Nous pouvons donc observer que dans le cadre de l'accompagnement social et ou médico-social, la Commission appelle à la plus grande prudence dans l'usage du consentement comme base légale. Le législateur considère que la personne accompagnée n'est pas en mesure de donner son consentement de manière éclairée dans tous les cas. Le consentement comme base légale est retenu dans le cas très particulier des droits relatifs à la fin de vie de la personne concernée. Dans la mesure où la personne accompagnée n'est pas en mesure de donner son consentement, comment faire? Je vous invite à répondre à cette question en répondant directement en cliquant sur les réponses proposées. La première concerne donc le consentement, ne doit pas être recherché car la personne est placée sous une mesure de protection juridique. Et la seconde, le consentement de son représentant légal doit être recherché. Je laisse un petit temps pour que vous puissiez répondre à la question. Alors, vous avez été une majorité à répondre la réponse B. Donc, le consentement de son représentant légal doit être recherché. Tout à fait. Le recueil du consentement du représentant légal de la personne concernée est suffisant si cette dernière n'est pas en mesure de consentir elle-même au traitement de ces informations. Le seul fait pour une personne d'être placée sous une mesure de protection juridique, quelle que soit la nature de cette protection juridique, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse exprimer valablement son consentement. Il appartient donc aux responsables de traitement d'être en mesure d'identifier la capacité de discernement de la personne accompagnée pour rechercher au maximum, autant que possible, son accord. Cependant, une question subsiste. Si la collecte de données est autorisée par un fondement juridique, que ce soit l'intérêt légitime, l'obligation légale ou le consentement, pouvons-nous collecter toutes les données? Alors non, il n'est pas possible de collecter toutes les informations, puisque le référentiel rappelle le principe de minimisation. Seules les données strictement nécessaires à la poursuite des finalités du traitement pourront effectivement être collectées et traitées. En effet, le référentiel liste de manière assez précise les finalités, comme nous l'avons vu précédemment. Nous devons donc collecter les données nécessaires à ces objectifs. Sont en principe considérées comme pertinentes pour les finalités rappelées précédemment, les données par exemple relatives à l'identification des bénéficiaires de l'accompagnement social et médico-social, et le cas échéant leurs représentants légaux, les données aussi relatives à la vie personnelle, au parcours professionnel et de formation dans le cadre de l'aide à l'insertion professionnelle des personnes, par exemple, aux conditions de vie matérielle, à la couverture sociale, à l'identification des personnes dans le cadre de l'accompagnement au numérique.
De manière générale, le responsable de traitement ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin et ne doit le faire qu'à partir du moment où les besoins sont concrétisés. Dans le cadre des accompagnements, les traitements de données peuvent concerner des données d'une extrême sensibilité. La Commission rappelle que celles-ci doivent être collectées et traitées avec la plus grande précaution et seulement si elles sont strictement nécessaires. C'est le cas, par exemple, des données relatives à l'état de santé. Le référentiel propose différents exemples concrets de traitement de données, notamment pour les données de santé, le NIR, donc le numéro de sécurité sociale, l'identifiant national de santé, ou encore les données relatives aux infractions, aux condamnations pénales, par exemple. Et donc, à ce sujet, à votre avis, dans une association loi 1901, puis-je collecter des données relatives aux infractions? Oui ou non? Donc, vous êtes une majorité à avoir répondu non. Donc, c'est la bonne réponse, puisque les associations de droit privé ne peuvent pas traiter des données relatives aux infractions. Il s'agit en fait d'une interdiction de principe qui ne peut pas être levée, par exemple, par le consentement de la personne concernée. Sauf dans le cas très précis des exceptions définies à l'article 46 de la loi Informatique et Liberté, qui est le texte de loi qui reprend le RGPD au niveau national. Une association de droit privé pourrait être ainsi autorisée à collecter des données relatives aux infractions dès lors qu'elle collabore au service public de la justice et appartient à l'une des catégories fixées par l'article 76 du décret d'application de la loi Informatique et Liberté. Sont donc concernées par exemple les associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice ou encore les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Les données à caractère personnel ne peuvent être rendues accessibles qu'aux seules personnes habilitées. D'une manière générale, les habilitations d'accès doivent être documentées par les organismes et les accès aux différents traitements doivent faire l'objet de mesures de traçabilité. Par exemple, les informations échangées ne doivent servir qu'à évaluer la situation de la personne ou de la famille concernée afin de déterminer les actions à mettre en œuvre. Ces échanges d'informations doivent en outre être strictement limités à l'accomplissement des missions de l'organisme ou du service mettant en œuvre le traitement. Les personnes habilitées à accéder aux données sont donc les personnes accédant aux données pour le compte du responsable de traitement, c'est-à-dire les professionnels et tout membre du personnel du même établissement ou service concourant donc à répondre à un ou plusieurs objectifs. Les personnes concernées aussi en tant que destinataires sont les destinataires des données, tels que l'ensemble des personnes soumises au secret professionnel, les structures partenaires, la MDPH, les organismes instructeurs et payeurs de prestations sociales, par exemple. Sont concernés aussi comme destinataires les sous-traitants. Il faut impérativement identifier et contractualiser avec les sous-traitants pour assurer un niveau de sécurité suffisant au traitement de données à caractère personnel. C'est le cas, par exemple, avec les sociétés de restauration ou de nettoyage du linge auxquelles nous communiquons les listes d'usagers avec des informations personnelles, parfois relatives à l'état de santé, telles qu'un régime alimentaire ou l'état du linge. Précisons aussi que le référentiel cite également les tiers autorisés, les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la lutte contre la fraude par exemple, les administrations de la justice, de la police ou encore de la gendarmerie, pour retrouver tous ces éléments à la page 15 du référentiel. Il est impératif de transmettre uniquement les données prévues par les textes.
Et donc, à votre avis, est-il possible de communiquer des informations à des organismes qui ne sont pas mentionnés dans le référentiel? Vous êtes une majorité à avoir répondu non, mais il est bien possible de communiquer les informations à des organismes qui ne sont pas mentionnés dans le référentiel, dans la mesure où vous êtes capable de justifier les raisons pour lesquelles vous souhaitez transmettre les informations à un organisme. Par ailleurs, la liste des destinataires des données mentionnées dans le référentiel n'est pas exhaustive. En effet, au regard de la diversité des organismes susceptibles d'être concernés par le référentiel et de manière plus large l'accompagnement des personnes concernées, les destinataires ont été regroupés dans des grandes catégories. Avant de communiquer toute information à un organisme, vous devez dans un premier temps vous assurer que celui-ci est habilité à recevoir communication des données enregistrées dans votre fichier et d'autre part que sa demande est légitime au regard de ses missions. C'est en fait le principe de proportionnalité qui s'applique. Et à ce propos, la détermination des durées de conservation est essentielle pour appliquer ce principe de proportionnalité. Dans le référentiel, la CNIL fait ressortir deux notions de durée de conservation, conformément au RGPD. Une durée de conservation doit être définie pour les données strictement nécessaires à l'accompagnement médico-social des personnes concernées, des personnes vulnérables. À compter du dernier contact avec la personne concernée, la CNIL préconise de conserver ces données pour une durée de 2 ans dans la base active. Autrement dit, ces données sont conservées à disposition des services concernés car elles sont encore utiles à la réalisation de l'objectif déterminé, la finalité. Elles sont donc facilement accessibles par les opérationnels, par l'ensemble de l'équipe accompagnatrice. Les données peuvent être conservées plus longtemps pour un intérêt administratif et répondre à une obligation légale, qu'elle soit de nature sociale, comptable ou encore fiscale. Elles peuvent aussi être conservées plus longtemps pour répondre en guise de preuve en cas de contentieux. Les données donc peuvent par exemple être conservées 5 ans, conformément à la durée de prescription établie en matière civile. Ces données sont donc consultées de manière ponctuelle et motivées uniquement par les personnes spécifiquement habilitées. Cette durée de conservation plus longue est la durée correspondante à la durée d'archivage intermédiaire. Citons quelques exemples. Les données essentielles à l'instruction et la gestion de l'APA ou de l'ASH sont conservées 6 ans en base active après la cessation du droit à la prestation ou après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux. Les données peuvent donc être conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, notamment à des fins de pilotage départemental concernant la connaissance de la population, des demandeurs et bénéficiaires. Autre exemple, les données relatives à l'instruction, la gestion et la délivrance de la carte mobilité inclusion sont conservées 5 ans en base active à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne. Ces données peuvent être conservées beaucoup plus longtemps en archivage intermédiaire sur une durée de 10 ans. Enfin, le dossier médical est conservé 20 ans en archivage intermédiaire à compter de la date du dernier séjour de son titulaire au sein de l'établissement qui a pris en charge la personne concernée, conformément au Code de la santé publique. À l'expiration de ces périodes, les données sont donc détruites, supprimées de manière sécurisée. Donc, libre à vous de déterminer les mesures de sécurité physique et logique appropriées à cette conservation et d'établir les procédures en la matière. Les mesures de sécurité
adoptées seront différentes d'une période de conservation à une autre, en base active et en archivage intermédiaire. C'est pourquoi il est intéressant de bien distinguer les deux périodes. Autre précision, un traitement de données à caractère personnel doit être mis en œuvre en toute transparence vis-à-vis des personnes concernées et de la personne responsable. Afin de respecter pleinement les principes de loyauté et de transparence, et conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du RGPD, les personnes doivent en principe être directement informées au moment où les données sont collectées, au moyen soit d'une clause d'information rappelant l'objet du traitement, les destinataires, les droits de la personne, les coordonnées du responsable de traitement ou encore du DPO, le délégué à la protection des données. Et ces clauses doivent figurer idéalement dans le livret d'accueil ou le règlement de fonctionnement, le DIPC ou encore le contrat de séjour. Le RGPD n'impose aucune forme spécifique. Une information écrite doit cependant être privilégiée de manière à pouvoir justifier de son contenu et ainsi que le moment où l'information a été transmise à la personne concernée. Les personnes vulnérables devront être informées en des termes clairs et simples qu'elles peuvent aisément comprendre. En fonction des publics accueillis, les méthodes FALC, des pictogrammes, l'oral, des images ludiques, des dessins ou des textes simplifiés peuvent être utilisés par exemple. Il est aussi impératif de rappeler à la personne concernée ses droits sur ces données. Par exemple, le droit d'accès, c'est-à-dire que la personne concernée peut obtenir et vérifier les données que vous collectez. Son droit de rectification, la personne peut corriger les informations inexactes la concernant, par exemple ses coordonnées. Son droit d'effacement. Vous pouvez aussi rappeler son droit à la limitation des données, c'est-à-dire que la personne concernée peut vous demander en quelque sorte de geler temporairement l'utilisation de certaines de ces données, et dans certains cas. Son droit à la portabilité. La personne concernée peut emmener une copie de ces données fournies à une plateforme pour les réutiliser ailleurs. Et enfin, son droit d'opposition. La personne peut s'opposer à tout moment à ce que l'établissement utilise certaines de ces données dans des cas bien particuliers. Le responsable du traitement doit donc répondre aux demandes reçues dans les meilleurs délais et dans le délai maximum d'1 mois. L'exercice des droits par les personnes doit être facilité par le responsable du traitement et être gratuit. Les personnes concernées doivent être informées de leur possibilité d'adresser une réclamation à la CNIL, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si elles ne sont pas satisfaites, par exemple, du traitement de leurs données à caractère personnel. Bien sûr, le traitement des données des personnes vulnérables doit être entouré aussi de garanties et faire l'objet de mesures de sécurité technique et organisationnelle appropriées, comme pour l'ensemble des traitements de données à caractère personnel. Pour cela, la CNIL propose différentes catégories de mesures, telles que de la sensibilisation des utilisateurs, de l'authentification, de la sécurisation des serveurs des sites internet, des sauvegardes et idéalement de la sécurisation des échanges avec d'autres organismes. Vous retrouverez tous ces éléments de la page 20 à 22 dans le référentiel. Dans notre secteur d'activité, il conviendra de privilégier des solutions comme le dossier unique de l'usager, informatisé, le DUI. En effet, les éditeurs de logiciels DUI, référencés auprès de l'Agence du numérique en santé, garantissent le respect des règles de sécurité, d'éthique et d'interopérabilité. Les fonctionnalités de ces logiciels spécifiques permettent de favoriser les échanges
et le partage fluide et sécurisé des données de santé de l'usager entre les professionnels de l'établissement ou du service qui les accompagne et les professionnels de santé ou paramédicaux. Ils alimenteront Mon espace santé, qui est un espace de santé numérique unique à chaque citoyen. Si le sujet vous intéresse, il vous sera présenté de manière plus précise lors de notre prochain webinaire RGPD qui se déroulera le 13 octobre 2022 à 10h. En attendant, le cabinet Axence organise régulièrement des webinaires juridiques et le prochain concerne la loi du 2 janvier 2002. Quelle place pour les budgets et la tarification dans les relations entre gestionnaire et administration, qui est présenté par Maître Pierre Nétali le 8 septembre 2022. N'hésitez pas à vous inscrire si les sujets vous intéressent. Pour conclure sur le sujet d'aujourd'hui, nous pouvons remarquer que le référentiel propose presque un accompagnement méthodologique pour la mise en conformité de vos traitements de données à caractère personnel concernant les personnes que vous accompagnez. La bonne mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel permet de garantir les droits, la liberté, la libre circulation des données des personnes concernées, car le référentiel renforce ce cadre. Pour rappel, tout ce que nous venons de voir n'a pas un caractère obligatoire et devra être adapté aux spécificités de vos établissements et services. Tous les écarts viendront en fait alimenter votre plan d'action. Au-delà de ce référentiel, notez que la CNIL met à votre disposition un certain nombre d'outils tels que des affiches, des fiches de bonnes pratiques professionnelles, une fiche pour adopter les bons réflexes et vous sensibiliser à la protection des données. Une page aussi est également dédiée aux professionnels du secteur social sur le site de la CNIL. En attendant, toute l'équipe du cabinet Axence se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette mise en œuvre du RGPD en tant que délégué à la protection des données et pour toute information supplémentaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.